La justice européenne a donc validé vendredi l'arrêt de l'alimentation artificielle de Vincent Lambert dans un arrêt sans recours possible. Mais les parents du garçon tétraplégique en état végétatif ont assuré qu'ils allaient poursuivre leur combat pour son maintien en vie. Vincent Lambert est depuis des années au cœur d'une bataille judiciaire entre ses parents qui estiment que leur fils n'est pas en fin de vie et Rachel Lambert, l'épouse de Vincent, soutenue par 5 frères et sœurs de son époux, tous convaincus qu'il n'aurait pas souhaité vivre dans cet état. Alors qu'en pensez-vous? Trouvez-vous que cette histoire montre bien qu'il faut désormais une loi beaucoup plus claire, beaucoup plus simple pour éviter ce genre de tragédie? Jugez-vous au contraire choquante ces décisions de la justice européenne? Pour en parler avec nous, Marie-Laure Harel, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes conseillère de Paris Les Républicains. Face à vous, Franck Marguin, bonjour. Bonjour. Président délégué du Parti chrétien-démocrate. Franck Marguin, je vais commencer avec vous parce que cette affaire Vincent Lambert, finalement, c'est assez dramatique. Aujourd'hui, tout se juge devant les tribunaux. La Cour a tranché. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, il faut laisser mourir Vincent Lambert? Écoutez, moi je suis effectivement d'accord avec vous, c'est une histoire qui est grave sur le plan humain. L'idée c'est quand même un homme. Et le Nouvel Obs titrait d'ailleurs très justement Vincent Lambert, ce n'est plus un homme, c'est une cause. Je pense qu'il faut surtout pas enlever dans ce débat le fait que Vincent Lambert reste un homme, qu'une famille est déchirée, avec d'un côté une épouse certainement très aimante qui souhaite effectivement la fin de vie, et de l'autre côté des parents certainement très aimants qui pensent sa vie a encore de la valeur. Et ce qui est important de bien comprendre dans cette histoire, c'est que c'est assez difficile de faire des raccourcis en disant oui, il faut arrêter sa vie parce qu'il n'a plus de dignité. Moi personnellement et au Parti chrétien-démocrate particulièrement, on rejette cette idée il n'y a pas de dignité dans le handicap. Moi je pense que Vincent Lambert est très handicapé. Il est plus qu'handicapé. Il est effectivement dans un état très très grave. Et est-ce que lorsque vous êtes dans un état très très grave, vous n'êtes plus digne d'avoir la vie? Ça, c'est la vraie question qu'il faudrait se poser. Il y a une question corollaire quand même, c'est est-ce qu'on a le droit de choisir sa mort? Alors, si je comprends l'affaire, et je l'ai pourtant suivi de très près, j'allais dire les pros... entre guillemets euthanasie, qui souhaiterait l'arrêt et qui souhaiterait la mort de Vincent Lambert, disent il a exprimé. Et les anti et les parents dans ces cas-là, donc c'est les parents et les frères, donc ce sont des gens importants, ce sont des gens proches, ce sont des gens qui ont eu des sentiments humains autour de cette personne, ne sont pas d'accord du tout et ils disent mais il n'a jamais au contraire émis aucun souhait. Donc, mais si on s'éloigne de l'affaire Vincent Lambert, parce que c'est une affaire qui est jugée aujourd'hui, si on s'éloigne de cette affaire, est-ce que globalement on a le droit de choisir sa mort? Alors le droit de choisir sa mort, oui. Mais on n'a pas le droit de demander à la société de vous assister à votre mort. C'est un choix personnel. Le problème, en fait, de la fin de vie... Et comment on se tue? Alors, vous êtes pour le suicide, mais pas pour l'euthanasie, c'est ça, si je comprends bien. Si vous comprenez bien, je suis effectivement contre l'euthanasie. Tout à fait. Mais pour le suicide? Le suicide, c'est une affaire personnelle. Je vais pas sur Europe 1 dire je suis pour le suicide parce que ça me personnellement est impossible. Mais par contre, je suis sur le choix individuel. Donc vous comprenez le suicide, mais pas une demande d'euthanasie. Je n'accepterai jamais, absolument jamais, l'idée de l'euthanasie. Je n'accepterai jamais l'idée de l'euthanasie, dit Franck Marguin. Marie-Laure Harel, qu'est-ce que vous lui répondez? Il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal dans ce que vous dites. C'est quand vous dites que chacun doit pouvoir choisir sa mort. Or, quand on est dans un état comme l'est Vincent Lambert, c'est-à-dire un état, comme c'est confirmé par les expertises médicales, un état végétatif irréversible, cette personne ne peut pas se donner la mort elle-même. Or, elle l'a pu ou elle aurait pu antérieurement exprimer sa volonté de s'en aller si elle avait pu anticiper cet état. Je trouve qu'il y a de manière générale une assez grande hypocrisie dans ce débat. Parce que, en fait, l'euthanasie, elle existe déjà de manière passive, mais on voit bien qu'il est permis aujourd'hui, qu'a fait la Cour européenne des droits de l'homme, elle n'a pas ordonné, mais elle a autorisé l'arrêt des traitements. C'est-à-dire qu'elle permet aux médecins d'arrêter de nourrir et d'hydrater Vincent Lambert. Pardonnez-moi, mais ça, c'est accélérer le processus qui conduit Vincent Lambert vers la mort. La loi Leonetti-Claes, qui en fait n'est rien de plus ou moins que la loi Leonetti qui a changé de nom il y a un mois, on peut le dire, c'est la même, rien n'a évolué, permet ou légalise ce qui existait déjà d'administrer des sédatifs aux personnes qui sont dans des états insupportables, irréversibles, incurables, donc c'est-à-dire de les endormir jusqu'à la mort. Ça c'est pareil, c'est accéléré. Quand on administre des sédatifs à haute dose, ne me dites pas que ça n'est pas conduire plus vite quelqu'un vers la mort. Mais aujourd'hui on ne prononce pas les mots, donc, simplement. Voilà, on n'ose pas dire les choses. Alors donc je pense que ça existe déjà, c'est qu'à un moment donné il va falloir être honnête, il va falloir oser parler des choses. L'euthanasie existe de manière passive, puisque pour moi le débat il se situe à est-on prêt ou non à accélérer le processus qui conduit les personnes vers la mort quand elles sont dans un état grave.
ce débat semble avoir été tranché. La réponse est oui, puisqu'on peut arrêter les traitements et administrer les sédatifs. Alors pourquoi ne pas aller plus loin ? On peut le faire, mais en aucun cas la décision de la Cour dit c'est obligatoire, il faut le faire. Non, bien sûr. Et justement, c'est là où est le problème, c'est qu'à un moment donné, elle a jugé en droit. Mais l'euthanasie ne deviendrait pas obligatoire, elle deviendrait permise. Elle est jugée en droit, et après, elle le dit d'ailleurs avec beaucoup de justesse, c'est une affaire qui reste dans le corps médical, avec le droit de conscience et avec l'intervention des parents. Donc, dans le cas de Vincent Lambert, et j'ai bien entendu que c'était un état végétatif, mais on est bien là sur un antagonisme très fort, où on ne sait pas honnêtement trancher si effectivement il voulait ou pas. Voilà. Mais juste éloignons-nous du cas Vincent Lambert, encore une fois, qui était juste le point de départ de ce débat, mais on imagine demain, je suis victime d'un accident, je suis dans un lit immobile, etc. et je dis, je veux pas vivre comme ça, je veux mourir. Vous répondez non. Non. Vous me répondez non. Oui. Alors que c'est ma demande. Oui. Parce que vous savez, il y a une idée qui anime notre combat politique, qui fait que chez nous, la vie est sacrée. Donc quelque part, je ne suis pas dépositaire de ma propre vie. Non, quelque part on n'en dispose pas complètement. Mais c'est intéressant. Oui. Et je pense, si vous voulez, qu'il faut un peu transcender l'être humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez, si c'est mon choix. Mais tout n'est pas le choix. Vous savez que les sadomaso, c'est leur choix aussi de faire du mal avec leurs victimes qui ont le choix d'accepter de faire du mal. Et on trouve ça que finalement, si tout le monde accepte, alors c'est permis. Moi, je suis pas dans cette logique. À un moment donné, si vous voulez, il y a des choses fondamentales dans l'être humain qui sont effectivement la vie. De quel droit vous décidez de ma propre vie ? Mais de quel droit vous décidez de la propre vôtre ? Parce que c'est la mienne. Et donc tout ne vous appartient pas. Oui. Ma vie m'appartient. Eh bien, j'estime que non. Marie-Laure Harel. C'est encore une fois paradoxal. Vous disiez tout à l'heure que chacun doit pouvoir choisir sa propre mort, doit pouvoir être maître de sa propre mort. Et là, Jean-Marc Morandini vous dit, si je voulais mourir de cette manière, vous lui diriez non. J'ai dit que je comprenais les gens qui pouvaient se suicider et qui avaient envie de se suicider. Donc, je le comprends non, mais moi, je respecte... Après, parce que légalement, on décide que... Non, mais c'est étonnant de vous entendre dire que, voilà, vous refusez ma demande sur ma propre vie. Oui, j'estime que vous n'êtes pas propriétaire de la vie qui vous a été donnée. Complètement. Bon, mais moi, je comprends. Et qui est propriétaire de la vie qui m'a été donnée ? Eh bien, la vie. Bon, ça nous conduit pas très loin. Alors, on va aller au standard d'Europe. Non, mais c'est intéressant. Je peux comprendre votre opinion. Après, il faut quand même admettre qu'elle est totalement minoritaire. Au moment où les débats ont commencé à être ravivés, quand il y a eu ce nouveau texte à l'Assemblée il y a quelques mois. Si. Parce que le dernier sondage qui est paru dans le Figaro le 16 novembre précisément dit que 90% des Français sont favorables à l'euthanasie dans le cas de personnes qui sont dans un état végétatif. Vous faites partie de ces 10%, je le respecte, mais c'est une opinion qui est tout à fait minoritaire. Et je voudrais juste dire une petite chose. Je comprends tout à fait que l'importance que vous accordez à la vie. Je voudrais juste rappeler que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui a été rendu vendredi dernier visait à juger de la conformité de l'arrêt des traitements. La question était, est-ce que arrêter les traitements, ça bafoue ou non le droit à la vie qui est consacré dans la Convention européenne des droits de l'homme dans l'article 2 ? La réponse est non. Arrêter les traitements, ça ne bafoue pas ce droit à la vie. On va au standard. Attendez, on va prendre Raphaël. C'est intéressant le témoignage de Raphaël, qui est infirmier. Bonjour Raphaël. Oui, je suis infirmier libéral, donc je suis vraiment en première ligne pour l'accompagnement des personnes en fin de vie. Ouais. Je l'ai fait à de nombreuses reprises. Vos deux débatteurs, je prends le débat en cours entre deux piqûres, donc j'ai pas tout entendu. Allez-y. Premièrement, l'arrêt de l'hydratation et de la nutrition. J'ai entendu votre intervenante dire que c'était précipiter la fin de vie. Ouais. Deux précisions. L'hydratation en fin de vie, je précise que je suis formateur dans le cadre de la douleur aussi. L'hydratation en fin de vie majore les douleurs. D'accord ? Et on sait que dans le processus de fin de vie, les douleurs échappent certaines fois au traitement. Donc l'hydratation participe à les majorer. Le fait d'arrêter ou de diminuer l'hydratation va minorer les douleurs. Ensuite, la nutrition maintenant. On fait un apport de protéines en intraveineux direct. D'accord ? Ouais. Les protéines libèrent des protéines inflammatoires qui augmentent les douleurs. Alors, votre intervenante dit, on arrête l'hydratation, la nutrition, on précipite la fin de vie. Alors, très bien, raisonnons à l'inverse, continuons l'hydratation, la nutrition, et on va majorer les douleurs. Est-ce que c'est ça qu'on recherche ? Mais votre position, Raphaël, c'est quoi aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut laisser les gens mourir dignement comme ils le souhaitent ? Ou plutôt, comme Franck Marguin, vous dites que chaque personne n'est pas responsable et n'est pas propriétaire de sa propre vie ? Je vous entendais dire « ma vie m'appartient », je suis à 100% de votre avis. Oui. Et le dernier choix que nous avons à faire est un choix éclairé, est celui de notre mort.
Et pour ça, la loi Leonetti a prévu les directives anticipées avec l'accompagnement des personnes de confiance. Savez-vous quel est le pourcentage de personnes aujourd'hui décédées qui avaient rempli ces directives anticipées? Non. 2%. Ouais. D'accord? Donc cette loi Leonetti aujourd'hui n'est pas appliquée. Ensuite, une notion sémantique. Qu'est-ce que ça veut dire le mot euthanasie? Au niveau sémantiquement, euthanasie en grec, euthanatos veut dire la bonne mort. D'accord? Donc qu'est-ce que c'est la bonne mort? Pour vous, Jean-Marc, pour vos intervenants, c'est quoi? C'est ne pas souffrir. Bien sûr. Donc aujourd'hui, parler d'euthanasie, ça veut dire soulager les douleurs. Si aujourd'hui, on met en place un traitement contre les douleurs efficace chez chaque patient en fin de vie, qu'il soit accidenté de la route ou cancéreux, on a 90% des demandes d'euthanasie qui vont disparaître comme neige au soleil. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, Raphaël. Je voudrais que Franck Marguin réagisse là-dessus. C'est éviter la souffrance, éviter la douleur. C'est ce que veulent ces gens qui demandent l'euthanasie. Mais moi, je suis tout à fait conscient, si vous voulez, que l'arrêt des traitements ou éventuellement le non-acharnement thérapeutique pour lequel je milite également. Attention, on ne fait pas des propos que je tiens une caricature qui serait très très malvenue. L'idée, c'est de bien comprendre la différence entre la volonté de donner la mort et entre la volonté de ne pas d'arrêter les souffrances du patient et d'arrêter l'acharnement thérapeutique. Donc vous préférez qu'on laisse quelqu'un mourir oui. plutôt que de précipiter sa mort. Vous préférez qu'on le laisse mourir dans d'atroces souffrances? Non, je préfère plutôt qu'on le soulage, qu'on l'accompagne, puisque c'est le principe de la loi de Leonetti, c'est d'accompagner. Ça veut dire quoi, accompagner? Eh bien, éviter la souffrance. Donc on l'aide à mourir. Absolument. On l'aide. Non, attendez. Non, mais parce que on est toujours dans le blanc ou noir. On ne l'aide pas à mourir, et c'est là où c'est. On le laisse mourir. Voilà. Mais c'est affreux de laisser mourir quelqu'un. C'est complètement. Oui, mais l'idée, c'est de la loi de Leonetti, c'est quand on a compris que la personne n'était pas capable d'avoir une quelconque éventuel retour, si vous voulez, à la vie ou une éventuelle amélioration, et qu'il fallait un énorme acharnement, si vous voulez, pour le maintenir en vie. Donc on le laisse mourir de soif ou de faim, par exemple? Non, parce que là aussi, vous voulez caricaturer. On a vu sur le problème des sédatifs, vous ne laissez pas mourir de soif et de faim. Vous le laissez mourir en accompagnement, si vous voulez, en accompagnant les derniers jours. Ça me paraît assez fondamentalement différent. C'est ça que j'essaye, si vous voulez, d'exprimer. On n'est pas là à faire mourir les gens, on est là à les accompagner dans leur mort. À les laisser mourir. Regardez, quand même, il faut bien on les laisse mourir. Vous préférez laisser mourir quelqu'un plutôt que de l'aider et d'abréger ses souffrances. C'est quand même aussi un problème médical. Quand il l'a demandé. Mais oui, bien sûr. Quand il l'a demandé, bien sûr. On est bien là quand il l'a demandé. On est bien d'accord. On va faire une pause. On va continuer ce débat dans un instant. Restez avec nous. Il y a beaucoup d'appels au standard. Hein. Luc, Monique, Raphaël, Carmen, Michel, Nathalie, William, Colette, 3921 standard d'Europe 1. À tout de suite. Europe 1. On retrouve Jean-Marc Morandini pour le grand direct de l'actu et la suite de notre débat. Après l'affaire Vincent Lambert, faut-il simplifier et faciliter le recours à l'euthanasie en France? En studio avec nous, Marie-Laure Harel, conseillère de Paris Les Républicains, et Franck Marguin, qui est président délégué du Parti chrétien-démocrate. Et vos appels nombreux au standard d'Europe 1, 3921. Bonjour Luc. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous nous appelez de Strasbourg et vous dites que la loi sur l'euthanasie devrait être simplifiée. Oui, moi je pense que ça devrait être effectivement simplifié. Moi j'ai quand même des problèmes particuliers parce que j'ai une artère et un nerf mal formé à la gorge du côté gauche et je peux vous quitter n'importe quand avec un scénario dont je ne veux pas vous donner le détail mais qui risquerait de me provoquer une mort violente. Ouais. Et moi je préférerais quand même pouvoir être endormi dans des conditions comme ça. Je suis en discussion actuellement avec le médecin de l'établissement qui m'héberge, disons, sur ce sujet bien précis. Je préfère le faire, donc ces directives anticipées seront faites pendant que j'ai encore ma lucidité d'esprit. Donc, moi, je vais avoir prochainement 67 ans, mais avec ces problèmes de malformation, j'aurais pu vous quitter avant la fin de l'année 2004. Ouais. Mais l'ORL me l'a confirmé il y a 2 ans. Alors autant vous dire que moi je fais tout le nécessaire pour éviter de souffrir en cas de vraiment s'il y avait une mort brutale. Bon, c'est si on meurt d'une crise cardiaque, bon ben c'est bon. Mais si vous mourrez dans la souffrance, dans une agonie, comme ma sœur, ça lui est arrivé pour un œdème pulmonaire et maman aussi. Qui n'avait pas été détecté à temps, eh bien, je vous assure que là,
C'est vraiment terrible à vivre. Hein. Luc, j'ai bien compris. Et si jamais, hélas, ça vous arrive, vous allez donner des consignes pour qu'il n'y ait pas d'acharnement. Mais juste, vous avez entendu Franck Marguin tout à l'heure, qui est le président délégué du Parti chrétien-démocrate, qui dit votre vie ne vous appartient pas finalement, et vous n'avez pas le droit de décider ça. Franck Marguin, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Luc? J'avais envie de lui rappeler ce qui se passe aujourd'hui en Belgique, comme je vous le disais hors antenne, de ces jeunes adolescents qui demandent qu'on les euthanasie parce qu'ils ne voient pas d'espoir. Donc, quand on vous dit la vie vous appartient... Là, c'est Luc qui vous a expliqué son cas. Alors moi, j'ai compris Luc, il dit, j'ai fait en sorte, dans le cas d'ailleurs de la loi Noël-il permet, qu'il n'y ait pas d'acharnement thérapeutique sur mon cas. Très bien. On est bien dans ce qu'on disait effectivement dans le débat. La loi Leonetti a fait une avancée, à mon avis, extrêmement importante, si vous voulez, sur les problèmes de médication, sur les problèmes d'hospitalisation de fin de vie, pas sur les problèmes de philosophie de la mort et de la vie. Mais il ne veut pas souffrir, c'est ce que dit Luc. Je le comprends, donc il a fait en sorte qu'on ne s'acharne pas contre lui. C'est très respectable. Et la loi Leonetti le permet. Donc pour moi, c'est très clair et assez cohérent. Luc, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, de toute façon, moi je m'intéressais à la médecine depuis l'adolescence et j'ai eu des ennuis de santé tout au long de ma vie. Alors autant vous dire que toute la campagne médiatique, je l'ai suivie de très très près. Effectivement, et merci de nous avoir appelés. Bon courage à vous, Luc, qui nous appelait de Strasbourg. Bonjour Monique. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Votre nom de prénom. Jean-Marc, c'est pas grave. C'est pas grave. Monsieur Morandini. Voilà. C'est un vrai scandale de laisser souffrir les personnes, vous dites. Moi j'ai une précision à donner. Je suis malade depuis des temps et des temps. On m'a dit, tout juste on m'a pas dit que j'étais folle au départ. Après on m'a dit vous avez de la fibromyalgie. Et maintenant j'ai bientôt 75 ans et on découvre subitement qu'il faut m'opérer d'une arthrodèse pendant 5h30, le mois suivant d'une hanche et le mois encore suivant de l'autre hanche, parce qu'il y a eu une attaque intempestive, paraît-il. Et je continue d'avoir des problèmes. Je ne peux pas marcher, je peux pas faire 200 mètres pour aller faire quoi que ce soit. Et de quel droit quelqu'un va avoir la possibilité de dire non, faut lui faire ça, il faut qu'on la prolonge et tout, et que moi je sois dans un lit, que j'ai toute ma tête, mais que je ne peux pas bouger de là. Vous croyez que votre dignité, vous croyez que vous êtes en pleine possession de votre corps, de la dignité. Ça veut dire que Monique, vous voulez choisir de mourir. Moi, je dis qu'on devrait, quand on arrive, bien sûr pas forcément à 30 ans, on devrait pouvoir écrire définitivement un papier qu'on donnerait chez le notaire, par exemple, pour dire quand je ne suis plus à même de réfléchir et de pouvoir être capable d'être indépendante, je veux partir dignement. Et moi, je dis, s'il n'y a pas l'euthanasie en France et que je continue d'être dans cet état-là, j'espère que j'aurai la chance de pouvoir aller en Belgique ou en Suisse pour me faire piquer et terminer. Ma vie n'appartient pas à l'Église depuis quand je suis athée, moi. J'ai une conscience et j'espère que ma conscience me suffit à me comporter comme on doit le faire dans la vie, mais de quel droit il y aurait Pierre, Paul et Jacques à dire on fait pas ci, on fait pas ça. Si vous saviez, je vais pas décrire ça parce que votre émission n'est pas faite pour ça. Je voudrais vous décrire la vie que j'ai eue depuis 1 an là, mais c'était affreux. Alors que j'étais suivie dans le plus grand centre ou dans un des plus grands centres rhumatologiques en France. Monique, Monique, Franck Marguin vous répond. Oui, tout de suite, je réponds, madame. C'est joli les paroles. Oui, non, mais c'est joli les paroles, mais je rappelle quand même que quelqu'un qui est malade ou handicapé est quand même une personne digne. Vous parlez de dignité dans la maladie. Quand vous avez des incontinences bien sûr. Vous croyez que vous êtes digne? Oui, je pense. Il faut passer votre vie dans les toilettes et dans les salles de bain et qu'on vous dit prenez maintenant la sécurité, le patron du rachis à Cochin qui me dit prenez les transports en commun.
Non, mais parce que, soi-disant, la sécurité sociale ne me remboursait pas. Monique, Franck Marguin vous répond. Oui, moi je pense que vous avez organisé en fait la possibilité, dans le cadre de la loi Noty, si jamais vous arrivait quelque chose de pire, de ne pas souffrir sur l'acharnement thérapeutique. On est d'accord du coup. Pas souffrir, bien sûr que j'ai cette demande. Ben voilà. C'est évident, mais c'est pas ça mon problème. Non, c'est pas ne pas souffrir, c'est ne pas vivre ainsi. Quand je veux différent. partir, voilà. Personne ne peut savoir les douleurs que j'ai subies, aussi bien psychologiques que physiques. Elle veut décider quand elle va mourir. Voilà. C'est ça ce que veut Monique, Franck Marguin. Et vous lui dites non. Et moi, je lui dis qu'elle n'a pas la possibilité de choisir toute seule. Vous me présentez ça parce que vous êtes le président d'une église, mais moi je suis libre de ne pas croire Parti en votre philosophie. Je ne suis pas président d'une église. C'est le Parti chrétien-démocrate. Je suis simplement quelqu'un qui attache une importance extrêmement importante à la vie. Donc ça fait partie du combat politique que je mène. Vous avez tous les droits, à mon avis, de décider pour vous, mais en aucun cas de décider pour le voisin. Mais je pense que, comme je l'ai dit à l'antenne, la vie n'appartient pas entièrement à l'être humain. Moi, ma vie m'appartient. Je peux demander de venir sur Terre. J'y suis. Je l'ai vécu tant bien que mal. Et croyez-moi que c'est pas toujours. C'est pas facile, mais c'est facile pour personne. Il y a plus de peine que de sourire. Et pourtant, je suis très optimiste et très... Mais c'est votre vie, Monique, c'est ce que vous voulez dire. C'est votre vie et vous voulez en être responsable jusqu'au bout. Et de quel droit de quel droit, quoi? De quel droit, Franck? Du droit au sacré. Mais c'est n'importe quoi, ça. Mais peut-être, madame, mais on est dans un débat différent. Vous croire, mais pourquoi vous voulez que les autres vous suivent, que vous obligiez les autres à avoir votre idée? Mais madame, je n'oblige rien. C'est ce que je ressens. Mais bien sûr, mais c'est pour ça qu'on débat, madame. Je n'ai en aucun cas le pouvoir de modifier. Ça fait des années qu'on demande d'avoir la liberté de notre corps et de choisir. Mais quand va-t-on décider ça, bon sang? Alors qu'on vous dit, on aide les vieilles personnes, etc. Je vais vous raconter. Monique, on me dit, je demande simplement quelqu'un pour pouvoir m'emmener à la pharmacie. Parce qu'il faut y aller 2 fois maintenant parce qu'ils n'ont pas de stock. Il faut aller. Monique, on a bien compris. Monique, il faut aller faire des petites courses comme ça parce que par Internet, vous ne pouvez pas le faire. Monique, je crois qu'on a bien compris ce qui vous arrive, la difficulté. Il faut vivre la situation. Merci, Monique. En tout cas, bon courage à vous et puis merci. Gardez l'énergie. Et puis je trouve très bien votre émission. Merci. Il y a toujours des sujets super. Merci, Monique. On vous embrasse. On fait une pause. On se retrouve dans un instant. Restez avec nous. C'est Europe 1. En marge de l'affaire Vincent Lambert, nous nous demandons s'il faut faciliter le recours à l'euthanasie en France. Pour en débattre, Marie-Laure Harel, qui est conseillère de Paris Les Républicains, et Franck Marguin, qui est président délégué du Parti chrétien-démocrate. Je vous l'ai dit, vous êtes très nombreux à nous appeler au Standard d'Europe 1. Bonjour Martine. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je vous salue tous. Donc voilà, moi c'est pour témoigner. Mon mari est décédé, ça fera bientôt 1 an dans quelques semaines. Et il a été malade pendant 7 mois. Vraiment très malade, il est parti même en détresse respiratoire, il était suivi pour un cancer et il est parti avec 3 botards et le SAMU et tout, réhospitalisé à l'IGR. Et en fin de compte, quand il s'est réveillé du coma, on m'a demandé on m'a demandé est-ce qu'il se réveillera, est-ce que on ne sait pas, est-ce que vous voulez qu'on fasse des directives anticipées? Moi j'ai dit oui tout de suite parce que je voulais pas qu'il souffre, il avait déjà eu un passé très lourd. Et en fin de compte, il s'est rétabli, donc le cours a suivi à l'hôpital. Il est rentré à la maison, il est reparti à l'hôpital pour d'autres problèmes annexes à son cancer. Et quand le cœur ne pouvait plus fonctionner, que les poumons étaient pleins d'eau, il a été de nouveau avec les respirateurs, avec la trachéo. Et quand ils m'ont dit on ne peut plus, est-ce que vous êtes d'accord? J'ai dit oui tout de suite. J'ai dit la seule chose, je veux que ses enfants soient là. Et tous les 3, on l'a accompagné sans problème. Il est mort sans souffrir. Et j'ai pu le faire rire dans les derniers instants et le faire sourire. Et il est parti tranquillement le lendemain. Voilà. C'est-à-dire qu'on l'a aidé à mourir? Il a été sédaté. Ouais. Oui. Donc moi j'avais demandé juste après l'arrêt cardiaque avec les médecins, je leur ai dit moi je ne veux pas d'acharnement et le lendemain les médecins s'étaient réunis et avaient fait le papier et le papier a suivi avec les directives anticipées
jusqu'à la fin de l'hospitalisation. Et il était même parti à un moment dans un autre hôpital et les directives avaient suivi, quoi. Et quand il est réintégré l'hôpital et que son état s'est empiré, ils m'ont dit là, on ne peut plus. Ils pouvaient même plus lui mettre un cathéter tellement les veines étaient abîmées. Enfin, c'était vraiment dramatique, quoi. Merci Martine, merci pour ce témoignage très fort. Merci beaucoup et bon courage. Bonjour François. Oui, bonjour. Moi, je vous appelle. Bonjour à tout le monde déjà. Je voulais réagir par rapport à ce qui s'est dit un petit peu plus tôt. Ouais. Oui, parce que vous avez une position qui est assez claire en fait. Vous dites, je veux qu'on aide les gens à ne pas souffrir, mais qu'on ne les aide pas à mourir. C'est ça. Oui, en fait, votre invité tout à l'heure disait qu'il était donc pour aider les gens à ne pas souffrir, à les aider vers une mort qui puisse être le plus douce possible. Et vous caricaturiez, Jean-Marc, ce discours, disant un peu, en fait, vous voulez laisser les gens mourir de faim, de soif. Effectivement, ça paraît assez atroce. Je trouve que dans le même sens, on pourrait caricaturer votre discours quand vous dites que vous trouverez plus normal d'abréger les souffrances. Finalement, si on caricature ça, vous voulez tuer la personne. Donc c'est à mon avis tout aussi choquant. Si elle le souhaite, si la personne veut mourir parce que les souffrances sont insupportables, oui. Moi, je trouve ça tout aussi choquant. Et je pense que beaucoup de gens peuvent trouver ça choquant, finalement, d'accepter de tuer une personne si elle le souhaite, d'autant que vous avez entendu l'intervention qui vient de juste avant moi, oui, où la personne disait que son mari semblait condamné et finalement, contre toute attente, elle est revenue. Malheureusement, la suite a été mais malgré tout, il y a des miracles, des miracles. Alors, je le prends pas au sens religieux du terme, mais il y a des cas où effectivement des gens qu'on pensait condamnés se relèvent. Et donc, je suis pas du tout pour abréger les souffrances. Bien sûr, et c'est pour ça qu'on en débat d'ailleurs ce matin. Moi, je pense juste que les gens sont responsables de leur propre vie, contrairement à la vie de Franck Marguin, mais c'est un débat qui est respectable et chaque avis est respectable de toute façon. Reste avec nous, François, parce que je voudrais que Marie-Laure Harel vous réponde là-dessus. Est-ce que vous comprenez, François, qui dit, ça me choque qu'une personne puisse demander à mourir? Écoutez, déjà, je voudrais revenir sur ce que notre intervenant vient de dire, François. D'abord, les miracles, malheureusement, je crois que ça n'existe pas vraiment. Il faut quand même rappeler que l'euthanasie, là où elle existe, est vraiment fortement encadrée. N'importe qui ne peut pas décider n'importe quoi. L'avis, l'opinion de la personne, la volonté de mourir est strictement encadrée, ne peut pas être déraisonnable. Elle est confortée par des avis médicaux, c'est-à-dire que ça ne peut être permis que pour des personnes qui sont dans des états insupportables et incurables et irréversibles. Donc, ça n'est pas parce qu'on facilite l'accès à l'euthanasie que tout le monde pourra demander le suicide demain. Ensuite, par rapport à ce que vous disiez, vous voyez bien, moi je reviens à ce que je disais au début de l'émission tout à l'heure. Malgré l'intervention je crois que c'est un infirmier qu'on a eu en début d'émission, aujourd'hui ce qui est permis, c'est d'arrêter les traitements. Quand on arrête de nourrir ou de donner à boire à quelqu'un, on accélère son chemin vers la mort. Quand on administre des sédatifs à haute dose à quelqu'un, on accélère son chemin vers la mort. Donc l'euthanasie passive est déjà permise. La différence qui pourrait se produire aujourd'hui, ce serait de permettre une euthanasie active, c'est-à-dire d'administrer des substances létales à la demande de la personne qui voudrait partir simplement plus vite. On arrive au même point, c'est-à-dire qu'on aide la personne à aller plus vite vers la mort. L'euthanasie, c'est un mot qui est extrêmement violent, mais qui en fait a pour but de permettre une mort douce et de ménager les souffrances de la personne. Contrairement à ce que vous disiez, là où on n'est pas d'accord sur le fond du débat avec Franck Marguin, c'est que l'euthanasie, ce n'est pas se débarrasser de quelqu'un d'indigne. L'euthanasie, c'est permettre à quelqu'un qui souffre d'aller de manière plus douce vers la mort. C'est tout. 39-21, Marie-Claude, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors, vous avez un exemple à nous raconter. Oui, alors, allez-y. Je voulais parler de la fille de mes amis qui, en 1975, quelque chose comme ça, avait 6 ans. Et du jour au lendemain, elle s'est arrêtée de manger suite à un traumatisme à l'école. Et elle a développé une maladie, elle est hospitalisée à l'hôpital Sainte-Anne pendant des mois et des mois. Elle a eu une encéphalite pseudo-tumorale, d'après les médecins. Cette petite fille était attachée les mains, les pieds à son lit, elle était nourrie par sonde, vraiment une situation très difficile. Au bout de plus d'1 an, elle a d'abord été à l'hôpital de Créteil, ensuite elle a été rendue à sa famille et sa maman est obligée de l'alimenter par sonde dans l'estomac directement, plusieurs fois par jour. Et cette petite fille, les médecins avaient prévenu les parents qu'il fallait s'attendre au décès de la petite d'un jour à l'autre. Seulement, cette petite aujourd'hui
elle a pas loin de 50 ans et elle est mariée, elle a des enfants, elle conduit sa voiture, voilà. Donc moi, je voudrais qu'on m'explique, parce qu'à l'époque, je peux vous assurer que c'était insupportable et que moi-même, je me souviens avoir dit, mais si c'était ma fille, je préférerais qu'elle meure. Et finalement, cette petite, avec sa famille, on en parle encore des fois, parce qu'on se dit, mais comment? Et moi, je comprends pas, quoi. Je veux qu'on m'explique ça, parce qu'à l'époque, elle aurait pu aussi partir doucement, comme vous. Bien sûr, bien sûr. Non, mais vous avez raison, Marie-Claude. C'est un bel exemple qui fait réfléchir, effectivement, sur le sens des décisions dans cette personne n'était visiblement pas en état végétatif. Elle avait 4-5 ans, elle était attachée à un lit, elle était nourrie par ça s'appelle pas un état végétatif. Merci, Marie-Claude. Bonjour, Michel. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous dites, voilà, soyons pragmatiques. Quand il n'y a plus de vie, quand il n'y a plus d'objectif et de sens à la vie, il faut accepter l'euthanasie, c'est ça? Oui, et je suis entièrement cette pauvre dame là, qui tout à l'heure appelait en exposant sa situation et en disant oui, c'est mon corps, ma vie m'appartient. Oui, si j'ai envie de vivre, si j'ai envie de mourir, je veux qu'on me laisse mourir. Et il faut être pragmatique, il faut arrêter tous ces gens, ces scientifiques, ces religieux, au nom de la religion, au nom de quoi que ce soit, il faut arrêter toutes ces théories. Quand on voit ces pauvres gens en fin de vie, qui n'ont plus de vie du tout, qui n'ont plus du tout d'intérêt, quand une mère, je comprends qu'une mère qui a porté un enfant, je comprends qu'elle n'ait pas envie de le voir partir, mais quand même, soyons concrets, il n'y a plus de vie pour ces gens-là, ils n'ont plus aucun plaisir. Donc, c'est ni les scientifiques, ni les religieux, ni qui que ce soit, et c'est un groupe de techniciens, de médecins, un groupe, une commission de 3-4, j'en sais rien, ou 5, et qui doit décider. Mais ça, c'est du pragmatisme. Et arrêtons tout ce cinéma qui est fait autour de ça. C'est des gens qui manquent de pragmatisme, c'est des gens qui manquent de réalité. Mais Michel, vous avez entendu Franck Marguin qui est avec nous, qui dit qu'on n'est pas responsable totalement de sa vie et qu'on n'a pas le droit de décider de mourir. Mais comment on n'est pas responsable de sa vie? Moi, si demain j'ai envie de mourir, je suis pour le suicide assisté. Si demain j'ai envie de mourir, c'est moi qui décide. Si Franck Marguin vous dit non, justement. Franck Marguin. Oui, absolument, je maintiens ma position. J'estime que la vie est toujours source d'espérance. Donc, on le voit encore sur les exemples de gens qui demandent à être suicidés. Quand on n'a plus de remède. Mais écoutez, qu'est-ce que c'est que cette théorie? Mais j'entends ce que vous dites. Mais si vous faites partie, si vous voulez, de ces cas de gens très très âgés, très très malades, et si vous dites dans des cas très précis, on peut éventuellement regarder. Je l'entends, je l'écoute. Mais si vous me dites brut en blanc, on a le droit de faire ce qu'on veut avec son corps, et si on a envie de mourir, on en a. Je suis pas d'accord. C'est ça, si vous voulez. J'essaye simplement de mettre le curseur. J'essaye de trouver, si vous voulez, des choses qui sont acceptables ou d'autres qui ne le sont pas. Regardez ce qui se passe dans des pays où il y a l'euthanasie. Quand on est très âgé. Non, c'est pour ça que j'ai beaucoup de très mal malade, avec très ça. âgé. Non. Là, vous voulez bien. Attendez, Michel veut parler. J'ai dit, je l'entends. J'ai toujours pas dit que je le sais, mais je peux l'entendre. Mais là, on est sur un principe fondamental. Est-ce que la vie vous appartient entièrement? Je dis non. Michel. Bien sûr que c'est qu'elle appartient. Et vous, je crois qu'effectivement, il y a la religion, c'est le problème, quoi. C'est la religion qui va faire que on dit, votre vie ne vous appartient pas. À la limite, vous ne pouvez pas le dire, vous n'osez pas le dire, mais elle appartient à Dieu. C'est pas possible. Quand ces pauvres gens, vous voyez dans la rue quelquefois, des pauvres jeunes, des pauvres complètement tordus, mais que les parents ne peuvent pas laisser à la maison, ils les promènent. C'est pas un spectacle, c'est pas une vie. Ne me dites pas que ceux qui ont des théories comme les vôtres peuvent avancer, peuvent anoblir la situation. Excusez-moi, monsieur, j'espère que les parents qui vous entendent sur les ondes ne seront pas trop choqués. Vous savez, quand vous avez un enfant handicapé dans une famille, le regard des autres et la bienveillance est attendu. Je trouve un peu dur ce que vous dites là. Ça, c'est votre théorie à vous, mais ça, c'est pas du pragmatisme. Merci Michel. En tout cas, merci de nous avoir appelés. Et voilà, c'est vrai que Michel est allé un peu loin sur la fin concernant les enfants handicapés, parce que voilà, on parle pas d'enfants qui ont un simple handicap physique, on parle de gens qui sont dans la détresse. C'est pour ça que sur la détresse de fin de vie, voilà, c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait le même discours, et c'est pas tout à fait la même chose. Ce qui a été dit sur la fin, qui est forcément choquant. Merci en tout cas, Franck Marguin, d'avoir été avec nous, président délégué du Parti
chrétiens démocrates. Merci Marie-Laure Harel, conseillère de Paris, Les Républicains. On voit que le débat est compliqué, difficile. Il y a un problème de curseur, comme on le disait, de savoir où on met le curseur de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. On a essayé de vous donner la parole sur ce dossier compliqué.